Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je sais pas si certaines personnes étaient là à la conférence précédente. J'ai proposé, on a imaginé cette conférence avec Sylvia il y a déjà quelques temps dans le cadre d'un partenariat institutionnel entre le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles et le domaine du Rayol. C'est un partenariat qui existait déjà, puis on a voulu un peu le renforcer pour tout un tas de missions qu'évidemment on a en commun. Étant donné qu'on parle un petit peu de plantes, vous l'aurez compris. Et puis, ce que j'aime bien avec la conférence d'avant, c'est qu'il s'agit de plantation. Il s'agit de laisser faire aussi peut-être les choses. Il s'agit aussi d'accompagner de façon à ce que... alors avant, c'était une notion complètement anthropisée. Vous avez compris, un jardin, tant qu'à faire, même s'il y a des laissés-aller qui font, au travers d'ailleurs des grands principes de Gilles Clément, le jardin en mouvement, etc. Il y a un accompagnement qui m'intéresse assez, et encore une fois au service de la diversité, mais au service, surtout pour l'autre conférence, de l'esthétisme. Et finalement, les choses vont un peu de pair, et c'est bien, je vois que des gens arrivent. Donc je laisserai se présenter Sylvia en introduction. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, parce que j'ai dû me présenter un petit peu avant, je suis le botaniste ici au domaine du Rayol. Et puis j'essaie de faire en sorte de savoir ce qu'il y a, comme je dis tout le temps. Donc là, il s'agira un petit peu d'énumérer un petit peu les choses. Et en fonction de ce qu'il y a, ça a des implications, notamment vis-à-vis des plantes protégées. Et puis Sylvia en parlera pas mal, vis-à-vis aussi des liens institutionnels, vis-à-vis de ce qu'on a le droit de faire ou non, et des implications qui derrière sont liées évidemment à des stratégies qui des fois peuvent être assez importantes. Vous le verrez au travers de travaux notamment. Donc c'est pas rien. Alors de façon à rester un petit peu dans la thématique, on a imaginé ça sur cette espèce de cordon littoral en Méditerranée. Et puis en discutant dans le cadre encore une fois de ce partenariat, il s'est avéré qu'il y avait ces travaux qui étaient faits à Pamplonne. Donc il s'avère que c'est pas très loin, il s'avère que c'est le même département, que c'est le même milieu. Donc vous voyez, il y avait une espèce de convergence comme ça d'informations qui font qu'aujourd'hui on est à même de vous présenter cette fameuse conférence. Donc Sylvia, merci d'être là. Et puis je te laisserai te présenter peut-être en 2 mots pour introduire la chose. Et puis encore une fois, on a l'avantage d'avoir un format qui nous permette des échanges. Et c'est pas une grande conférence magistrale, à mon sens, au sens du domaine du Rayol, il me semble. Donc si vous avez des interrogations aussi au fur et à mesure, si vous avez des remarques et autres, je pense que vous êtes au bon endroit. Donc profitons-en. Et donc je peux faire passer aussi le micro. Puis à la fin, on aura un petit temps d'échange comme on l'a fait avec Véronique, qui écoute là-bas. C'est bien d'être de l'autre côté, hein, t'as vu. C'est confortable. Alors, merci d'être là. Et puis à toi, Sylvia. Oui, bonjour à tous. Et donc, je me présente rapidement. Donc, Sylvia Lochon, je suis du Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. Et nous étudions donc sur toute la façade méditerranéenne la répartition des plantes, les habitats naturels. Nous faisons des expertises. Et là, c'est un cas d'expertise et de restauration pour des habitats côtiers qui sont malmenés par le piétinement. Et le piétinement dit qu'ensuite on a de l'érosion du littoral. Et donc on va vous présenter un cas concret où grâce à une synergie entre la commune de Ramatuelle, le conservatoire du littoral, le conservatoire botanique et le conservatoire des espaces naturels, nous avons pu conduire au mieux donc, de la restauration du cordon dunaire. Ce cordon dunaire qui est très important, on parle tous du recul du trait de côte. C'est grâce à sa bonne santé qu'on pourra donc éviter la régression donc des plages et puis la bonne santé de nos arrière-plages et de nos milieux de dunes. Alors, je vais d'abord vous présenter quelles sont les grandes missions du Conservatoire botanique. Ensuite, on reviendra sur le schéma d'aménagement de Pampelonne. Donc Pampelonne, la grande plage du golfe de Saint-Tropez, qui est sur la commune de Ramatuelle.
Et Ramatuelle, c'est une commune qui a adhéré donc au parc national de Porquerolles. Donc c'est aussi aujourd'hui les 60 ans, on fête aujourd'hui aussi les 60 ans du parc national de Porquerolles. Et puis donc le conservatoire Le Littoral qui a participé à ce nouvel aménagement de Pampelonne où il y avait beaucoup de paillotes et des paillotes qui ont été démolies pour refaire place au milieu naturel. Et ensuite, je vous montrerai un peu plus quelque chose de botanique, ce qu'on a fait pour accompagner la commune auprès de la commune, auprès de tout ce qui est futur aménagement. Donc, le Conservatoire botanique national méditerranéen, donc en quelques diapositives, c'est un établissement public. On a été créé en 1979 et on travaille sur tous les départements que vous voyez là. Donc on est agréé par le ministère de l'Environnement, ce qui nous permet ensuite de pouvoir faire des expertises et d'être la caution scientifique à la fois des services de l'État, des collectivités. Nous sommes rattachés au parc national de Porquerolles et c'est pour ça aussi que j'étais très contente de participer à cet événement des 60 ans. Sur tout notre territoire qu'on va dire biogéographique, puisqu'en fait on a une flore bien particulière sur tout le littoral et tous ces départements dont on s'occupe, 9 départements, eh bien nous avons une biodiversité très riche. Nous avons 6000 espèces, dont près de 10% avec un statut de protection. Donc la première mission, c'est la mission de connaissance. Donc on va parcourir, prospecter pour recenser les espèces. Et ensuite, on met tout en base de données pour connaître la répartition de chacune des espèces. Donc ici, on voit pas très loin donc de Saint-Tropez. Hein. Donc on est toujours dans le même milieu. Une petite romulée qui est endémique du golfe de Saint-Tropez, la romulée d'Arnaud. Et donc on voit sa répartition. Et on a aussi donc cette plante phare dont je vous reparlerai tout à l'heure, les pierres maritimes, où donc sur la plage de Pampelonne, eh bien, c'est là qu'elle se porte le mieux. Il y a encore une 60aine de pieds, donc en fait on est un peu en danger d'extinction. Et donc je vous montrerai les actions qu'on peut faire sur cette plante. Et puis vous dire aussi que pour mieux connaître bien les plantes, on a aussi un herbier qui nous permet d'avoir donc toutes les plantes de référence de notre territoire d'agrément. Et donc tout un réseau de botanistes qui va travailler aussi avec des botanistes amateurs. Et nous allons ensuite valider toutes ces données pour les mettre à disposition dans une base de données qui s'appelle Silène, qui est disponible pour tout le monde. Notre deuxième mission, c'est la conservation. Donc la conservation des plantes dans une banque de graines. Donc on reparlera aussi de l'importance de la banque de graines. Donc c'est un petit peu comme les banques de graines qu'il y a donc au pôle Nord pour conserver pour les générations futures donc des semences pour pouvoir garder tout ce patrimoine génétique. Nous, comme on a affaire à des espèces qui sont adaptées à la sécheresse, eh bien on va les conserver au sec dans des petits flacons. La banque de graines est sur l'île de Porquerolles. Et puis de cette banque de graines, eh bien, quand on a besoin, on va pouvoir reprendre des graines pour aller renforcer les populations qui sont mises à mal et donc restaurer les milieux naturels. Donc nous allons faire à la fois ce qu'on appelle de la conservation ex situ et de l'in situ, où on va suivre les populations en danger sur place. C'est ce qu'on va faire notamment sur cette grande plage de Pampelonne sur Ramatuelle. Nous faisons des missions de conseil et d'expertise. Et puis aussi, donc, nous éditons des ouvrages. On a un stand qui est au niveau de l'hôtel de la mer. Et notre dernier ouvrage, c'est la flore vasculaire du Var, où nous décrivons donc toutes les espèces du département avec une carte de répartition. Une mission transversale aussi, c'est la problématique des espèces exotiques envahissantes. Et je ferai un focus sur la griffe de sorcière, qui est une plante très jolie, qui a été introduite pour éviter l'érosion, mais qui va concurrencer nos plantes locales. Et dans notre stratégie de lutte contre les plantes exotiques envahissantes, on va dire que sur 1000 espèces exotiques qu'on va trouver dans les jardins, il y en a une sur 1000 qui peut s'échapper et causer des problèmes dans le milieu naturel. Et nous, on va s'intéresser surtout à celles qui commencent à s'échapper et posent des problèmes.
Et donc, on va éviter, par exemple, pour des plantes qui risquent d'envahir le milieu aquatique, qu'elles envahissent un bassin versant. Et c'est le cas, par exemple, d'une plante un peu allergisante qu'on appelle la berce du Caucase, très très jolie, et qui a tendance donc à envahir et qui peut atteindre tout le bassin du Verdon. C'est important d'être au front de colonisation pour l'empêcher de se disséminer et de causer des problèmes de santé publique, par exemple. Et puis il y a d'autres plantes qu'on surveille parce qu'on dit en alerte et qu'on regarde ce qui risque d'arriver si elles vont causer des problèmes plus tard. Donc on reviendra sur notre griffe de sorcière qu'on aime énormément parce qu'elle est très jolie mais qui cause des problèmes. Alors donc notre plage de Pampelonne, donc commune de Ramatuelle, c'est un grand linéaire, je dirais c'est peut-être le plus grand linéaire de plage de tout le Var. Et donc cette plage, 4,5 km de long et puis elle est soumise au piétinement et ça depuis les années 70, on va dire. Donc là, on est en 1950. Une photo d'archives où on voit qu'on a de la dune blanche avec un petit peu de plantes en arrière-dune qui commencent à bien fixer les dunes. Et donc là, on est dans des milieux naturels. Il n'y a pas de paillotes, il n'y a rien. Et une photo de 2000 où là, vous voyez la densité à la fois des restaurants et puis des parasols. Et donc là, c'est tellement piétiné que le littoral subit de l'érosion et donc on a toutes nos plantes patrimoniales qui sont en danger et puis le sable s'érode puisqu'il n'y a plus rien pour retenir le sable lors des tempêtes. Donc une première étude avait été menée, alors là c'est carrément en 1993, on était encore en train de faire des coloriages pour montrer les mosaïques d'habitat sur la plage de Pampelonne. Et donc une sonnette d'alarme a été tirée par Frédéric Médaille de l'université et le célèbre professeur André Lavagne pour montrer qu'on a des enjeux très très forts sur cette plage. Et on a tout de suite alerté le Conservatoire du Littoral et puis la commune aussi de Ramatuelle avec sur Pampelonne 27 établissements de plage qui est sur un espace reconnu remarquable du littoral par un arrêt du Conseil d'État. Donc la loi littorale aidant, donc on a commencé à travailler sur une volonté de renaturaliser cette plage. Donc au niveau des textes, effectivement, un premier arrêt en Conseil d'État, ensuite un deuxième arrêt, un amendement à la loi du littoral, qui offre quand même la possibilité de maintenir une économie, mais il faut réaménager toute cette plage parce que les restaurants et les parkings sont tout près du bord et donc sont responsables d'érosion et de recul du trait de côte. Donc la commune fait un schéma d'aménagement avec le Conservatoire du Littoral pour renaturaliser les milieux. Une convention de partenariat d'intervention foncière sur la plage de Pampelonne est conclue entre la commune de Ramatuelle et le Conservatoire du Littoral. Et puis des périmètres de préemption, des périmètres d'acquisition. Donc vous voyez sur cette carte les propriétés de la commune, les propriétés du Conservatoire du Littoral et une volonté de faire des acquisitions foncières pour retrouver un linéaire correct et pouvoir refaire un schéma global d'aménagement de cette plage. La commune a communiqué pour expliquer qu'on allait changer les habitudes. Donc hier, on ne voyait plus la nature, c'était uniquement des parasols. Donc on va essayer de renaturer le milieu. Donc les tempêtes en hiver qui vont aller jusqu'au restaurant, qui vont grignoter à la fois le sable et puis abîmer les bâtiments. Donc il y a un problème qu'il faut solutionner puisque même les établissements touristiques voient bien qu'ils ne sont pas à leur place. Et puis bien faire comprendre qu'on piétine et que piétiner, c'est la mort des espaces naturels et des végétaux. Et vous voyez déjà l'intérêt de mettre les ganivelles que vous observez tout le long de la côte qui vont permettre d'emprisonner le sable et de recréer une dune. Alors vous avez vu avant, là vous voyez les chantiers, des chantiers de démolition.
Donc la commune a bien pris soin en fait de garder ce qui était encore les lambeaux de dunes, de les mettre en défend. Par exemple, le cas de Bonne-Terrasse qui est tout à l'ouest. Donc des mises en place de casiers de ganivelle pour bloquer tout de suite l'érosion et pour qu'on ait à nouveau donc, du sable qui puisse se faire piéger pendant les tempêtes. Et ensuite, tous les cheminements pour amener les touristes jusqu'au bord de l'eau, donc en platelage, qui vont être réalisés. Donc je vais vous défiler quelques photos pour vous montrer que là, on avait des parkings qui étaient vraiment tout à côté de la plage. Et donc, la volonté de la commune, ça a été de faire des parkings beaucoup plus loin avec des cheminements piétonniers. Donc là, des belles passerelles qui incitent en fait à venir visiter, mais d'une autre façon, donc les plages. Bon, c'est sûr qu'il faut porter un peu plus loin son matériel de plage, mais c'est tellement plus agréable et plus joli. Et donc, parallèlement à tout ça, donc on a réalisé une nouvelle cartographie des espèces protégées. Et puis 10 km de ganivelles ont été plantés sur des linéaires et en faisant des casiers pour piéger le sable. Des boutures ont été prélevées sur le site, des graines ont été prélevées pour garder la génétique des plantes du site, donc vraiment faire avec les plantes indigènes qui étaient là. Et donc ça a été mis en pépinière et ensuite donc ça a été replanté pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc ça, c'était pas nos opérations à nous, puisque nous, en fait, on laisse plutôt faire le milieu naturel. Mais c'était plus une volonté aussi de la commune pour que ça se renature un petit peu plus vite. Mais comme par rapport à la conférence d'avant, eh bien, les boutures, c'est bien parce que ça va prendre de suite, mais les plantes sont moins bien enracinées que du semi-naturel qui va plonger et avec une racine pivotante aller chercher l'humidité. Sylvia, je te coupe. Et est-ce que vous êtes content du... comment dire, la reprise de toutes ces boutures, là, vous avez un pourcentage ou pas? Alors donc, en fait, ça c'est un bureau d'études qui l'a fait, donc c'était bon. Alors au début, je dirais, moi de visu pour les avoir vus, un effet starter. Et puis après, donc la végétation locale s'est mise dessus, mais pendant les 2 premières années, ça a donné un petit coup de pouce. Et je pense que avec la banque de graines du sol, eh bien, nous ce qu'on a pu observer, c'est que ce serait revenu plus doucement, mais également sur plus, on va dire plus sûrement, quoi. Ça a accéléré, quoi. Là, ça a accéléré et ça a permis après de stabiliser le sable et que le cycle s'enclenche, de refaire de la dune blanche. Merci. C'était à titre indicatif. Hein. Ouais. Donc là, vous voyez, donc il y avait beaucoup de chemins qui faisaient que c'était tout piétiné et donc la commune refait des chemins d'accès. C'est plus long, mais ça évite de piétiner donc les dunes grises, hein, l'arrière-plage. Alors nous, notre accompagnement dans cette histoire, donc vu que c'était très très riche en espèces végétales rares et menacées, eh bien, on a étudié donc plus spécialement des plantes protégées. On a sur cette plage une Stachys maritima, c'est les pierres maritimes qui poussent pratiquement que là sur cette plage de Pamplonne. Après, on va trouver 3 pieds à Fréjus et puis 3 pieds à Martigues et 1 pied dans les Calanques. Donc, pour vous dire que Pamplonne, eh bien, il y a des responsabilités de la commune de Ramatemel pour certaines espèces qui sont en danger critique. Et donc, cette plage qui était très très riche, eh bien, on a mis des placettes et on a fait des suivis, mais plus dans les milieux naturels. Et on a laissé donc les bureaux d'études des paysagistes travailler donc sur les carrés de ganivelle. Donc, ce petit schéma là pour vous montrer comment ça se crée les dunes et ça s'enrichit au fur et à mesure avec le sable. Et donc, pour éviter l'érosion du trait de côte, c'est très important d'avoir ces dunes blanches qui vont permettre donc de stabiliser le milieu. Et là, vous avez donc le milieu donc en 1960 avec beaucoup de donc vous avez tout ce qui était dune blanche et puis 50 ans après, donc il n'y a plus que des petits lambeaux. Donc en fait, ça a été très très vite en une vingtaine d'années. Le tourisme, un peu de masse, à partir des années 70. Bon, c'est vrai que c'est des congés payés, mais ça a été peut-être mal organisé parce que tout le monde servait sur les plages.
Et donc, comment ça se passe? Donc, eh bien, au départ, vous avez ce qu'on appelle des laisses de mer hein, sur le haut de la plage, donc avec ici en Méditerranée les posidonies qui s'accumulent. Et puis après, avec le vent, ça commence à engraisser donc plus le haut de plage. On commence à avoir une fixation du sable avec une plante que vous connaissez bien sous le nom de l'Oya, hein, qui a été aussi sur des grandes dunes de l'Atlantique replantée en grande quantité pour fixer ces grandes dunes. Eh bien, nous avons l'Oya indigène qui permet de fixer la dune. Et donc, plus ça va s'engraisser. Donc, on a la dune embryonnaire, après la dune blanche, et derrière, on a la dune grise, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de végétaux, et donc on voit de moins en moins le sable. C'est pour ça qu'on l'appelle de la dune blanche à la dune grise. Et donc, ce fonctionnement naturel, eh bien, il est très important pour que notre littoral fonctionne bien. Alors, l'écosystème dunaire de Pamplonne, eh bien, si on va de la mer donc à l'arrière-plage, on a une succession de communautés végétales. Et puis, vous voyez ici, eh bien, c'est du pionnier. Donc, quand je disais que finalement, ça servait peut-être à rien de replanter, là, on voit toutes ces germinations. C'est une petite forbe qui s'appelle le Forbia pepli, qui eh bien, était présente sous forme de graines. Pourtant, donc, il y a eu beaucoup de remaniements de sable, mais la banque de graines du sol a toute son importance, puisque ces graines ramenées à la surface, eh bien, elles ont explosé aux premières pluies. Et on a eu ce système de première fixation, donc, avec des annuelles qui apparaissent donc, au retour des pluies à l'automne. Ensuite, donc, on a vous voyez des oyas ici, donc ça commence à s'installer. Deuxième stade, et puis derrière, donc, ce qu'on appelle les dunes grises, où on a beaucoup d'immortels. Alors, pour revenir sur mon histoire de banque de graines, parce que je pense que c'est vraiment très important, et là, on est tout à fait, nous, dans notre rôle pour expliquer qu'en fait, eh bien, la nature, quelque part, elle est bien faite. Donc, dans le sable, beaucoup de graines, et notamment donc, cette petite plante qui va tout de suite faire un couvert végétal et qui va empêcher donc, les tempêtes de l'automne d'emporter le sable. Donc, ces petites graines qui vont faire une racine plongeantes, pivotantes, eh bien, ensuite vont se ramifier et vont maintenir très très bien le sol. Alors là, pour vous montrer un peu tout le cortège qu'on peut trouver de ces plantes, donc une plante qui est très intéressante, c'est l'Achillée maritime. Donc elle a été beaucoup bouturée par les paysagistes qui les ont mis dans les carrés les casiers de Ganivelle, et ce sont des boutures qui ont très très bien marché. Donc on en avait replanté de la même façon sur la route du sel. La route du sel, eh bien, finalement, on se retrouve aujourd'hui avec moins d'Achillée maritime sur la route du sel, et on avait pris des boutures de la route du sel pour les amener à Pamplonne pour un peu renforcer. Donc on est content d'avoir aussi fait des travaux sur la route du sel, pour ceux qui connaissent, donc ailleurs, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure aussi, puisque là aussi, le cordon dunaire, c'est quelque chose de très important pour maintenir donc, le fonctionnement donc, de notre littoral. Donc une petite plante, je reviendrai plus tard dessus, c'est une petite crucifère qui est comme une petite giroflée, mais petite, la Maccolmia, qui a, comme dans le précédent exposé, on voyait donc une autre giroflée qui était toute petite au niveau donc, de l'affleurement du sol, mais avec un grand système racinaire. Et c'est tout à fait une photo intéressante qu'a donnée tout à l'heure Véronique Mur. En fait, on voit le dessus, mais en dessous, on a vraiment un système souterrain qui fait que ça tient la dune. Là, une plante un peu moins sympathique parce qu'elle pique le pané épineux, Echinophora spinosa. Mais alors là, c'est une plante qui est aussi très 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 bonne pour maintenir la dune et qui forme des grosses touffes en arrière-plage. La petite crucianelle qui fait des grandes touffes très très veloutées avec donc très adaptées et qui transpirent très très peu. Donc toutes ces plantes qu'on vous a aussi montrées tout à l'heure, qui ont des poils absorbants et qui empêchent donc de se déshydrater. Donc les pierres maritimes en danger critique. Un petit liseron rose et blanc qu'on appelle le liseron des sables, qui retient, qui fait beaucoup de rhizomes, donc qui est très intéressant aussi pour maintenir la dune. Et enfin, l'Eryngium maritimum, le chardon des sables, c'est l'emblème du Conservatoire du littoral. Donc c'est la plante aussi qui est là pour vraiment retenir le sable.
Donc Pampelonne, tous ces aménagements, donc avec ces cheminements avec les ganivelles. Donc vous voyez là, au bout de 2-3 ans, eh bien déjà ça s'est bien enrichi. Et donc même uniquement avec la banque de graines, nous avons déjà une bonne revégétalisation et un bon piégeage du sel. Donc cet exemple de Ramatuelle, en fait, on le présente parce que c'est vraiment une réussite, et je dirais une réussite à plusieurs, puisque aujourd'hui, il n'y a plus toutes ces paillotes, et puis on a les restaurants qui ont reculé, qui sont plus en arrière-plage, et on a une plage qui est à nouveau libre, où on peut profiter du paysage et voir enfin la mer, comme disait la commune. Avant, vous ne voyez que des parasols, et au bord de la mer, on ne voyait plus la mer. Donc nos interventions sur les espèces exotiques envahissantes, eh bien, sur cette petite plante qui est elle aussi en danger critique, la petite giroflée dont je vous parlais, eh bien, là, par rapport à la griffe de sorcière, comme elle était très très en danger, eh bien, nous avons décidé ponctuellement d'enlever les griffes de sorcière pour permettre sa libération. Et comme il y a beaucoup de graines dans la banque de graines, on a vu tout de suite la réussite des germinations suite à l'arrachage. Donc dans ces cas-là, comment on procède? Donc bon, vous voyez là cette griffe de sorcière. Bon, c'est une plante qu'on aime tous, puisque elle fleurit les arrière-plages. Elle vient d'Afrique du Sud, et donc quand elle avait été introduite, eh bien c'était pour maintenir donc au niveau des forts, plutôt que de mettre des géotextiles, eh bien, elle a stabilisé tout de suite autour des forts, et puis après, elle s'est promenée jusque sur les plages, parce que ces rhizomes eh bien, flottent, et puis après vont coloniser beaucoup de plages. Et autour du golfe de Saint-Tropez, il n'y a plus que ça, donc c'est un petit peu dommage. Tu connais l'année où ça a été pas mal planté, cette fameuse griffe de sorcière là? En fait, dans l'historique, on dit que c'était même déjà dès le Moyen-Âge. Donc Moyen-Âge. Bon. Mais là, on a trouvé qu'après, ça a été repris à des fins ornementales. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a plein d'autres espèces de phycoïdes que vous pouvez trouver en jardinerie, qui sont tout aussi jolies et qui s'adaptent bien dans les jardins, qui vont faire des fleurs plus petites, mais qui sont aussi très intéressantes. Donc, elle avait été mise aussi pour l'ornementation, mais on a dans les palettes végétales d'autres phycoïdes qui peuvent jouer à la fois le rôle de bien tapisser et qui ne sont pas envahissantes. C'est la famille des Aizoacées, pour ceux qui connaisseraient. La plupart, elles ont un peu malheureusement cette étiquette-là. Voilà. Donc, on est sur Bonne Terrasse ici. On a essayé donc d'éviter déjà les cheminements. Tout de suite, la mairie a mis en défense pour permettre ensuite qu'on puisse faire un peu de jardinage pour sauver les plantes en danger d'extinction. Donc voilà où on est, donc sur Bonne Terrasse avec notre petite plante et la griffe de sorcière. Donc on est sur des terrains du Conservatoire du Littoral, et donc on travaille en synergie avec les gardes du Conservatoire du Littoral, le CNPACA, et donc la commune, et aussi le lycée agricole, donc Agricampus de Hyères, qui est venu nous donner un coup de main pour enlever donc ces griffes de sorcière. Donc on a installé des placettes de suivi pour essayer de voir quand on arrache comment ça va repousser derrière. Donc on va géoréférencer des placettes qu'on va suivre sur plusieurs années pour voir comment ça va se comporter, la recolonisation, et faire ce qu'on appelle des repas s'il y a des germinations de griffes de sorcière, puisque là aussi il y a une banque de graines très importante, et les griffes de sorcière, la longévité des graines, c'est certainement de 10 à 20 ans. Donc on fait ce qu'on appelle du suivi sur du long terme pour assurer donc la recolonisation de nos plantes patrimoniales une fois qu'on a enlevé les griffes de sorcière. Donc là, vous voyez des chantiers un peu mutualisés où on est tous là, et on a repéré aussi les quelques plantes à préserver pour faire attention de ne pas les piétiner, et donc on enlève les griffes de sorcière. Donc pour vous dire que c'est très très riche la plage de Pampelonne, on a toutes ces listes de plantes qui ont tous des statuts au niveau de l'UICN, ou qui sont
c'est pour certaines protégées, puisqu'on en a 30 de protégées. Et donc, on fait vraiment un focus sur cette plage de Pamplonne, puisque c'est pour nous, au niveau du département du Var, la plage la plus riche au niveau espèces patrimoniales. Et donc, c'est important de les garder pour nos générations futures. Et donc, juste un petit mot pour redire que la banque de graines, eh bien, voilà, donc vous voyez à nouveau la colonisation de cette petite forbe traçante qui va permettre de maintenir le sol. Toi qui connais assez bien le pourtour méditerranéen, en tout cas côté français, cette liste elle est incroyable. Tu as des équivalents ailleurs un peu Après, on va aller vers la Camargue. On va aussi voilà, j'allais dire. Voilà. Mais 30, combien tu as dit 30 Il y a 31 espèces protégées. Moi, j'ai rarement vu ça sur une surface aussi. Pour ça, il y a combien de surface sur toute cette Donc, on a dit plage, 4,5 km de long. De long. Et niveau en surface, tu sais. Hectare. Parce que c'est énorme quand même. Oui, c'est énorme. Donc, on a vraiment des milieux qu'il nous faut sauvegarder, puisque c'est un patrimoine. Et le premier inventaire, tu as dit 95, tu as dit Oui, la première inventaire qu'avaient fait donc, les chercheurs, c'était en 93. Donc l'université s'était penchée tout de suite sur ces plages pour tirer la sonnette d'alarme. Bon. Impressionnant. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Donc pour finir, pas plus tard que la semaine dernière, on a tenu un comité de pilotage à la mairie de Ramatuelle, où on est toujours très très bien accueillis par le cabinet du maire et monsieur le maire pour expliquer toutes les actions qu'on allait faire pour sauvegarder notre plante qui est en danger d'extinction, les pierres maritimes, où on va dire c'est le seul bastion qui reste, et c'est sur la plage de Pampelonne. Et puis, je voulais aussi vous montrer d'autres exemples d'efficacité des ganivelles. Donc là, on est sur la route Tussel, voilà, sur ce double tombolo. Donc vous savez qu'il y a au niveau mondial peu de double tombolo, avec des salins qui sont au milieu des deux cordons dunaires et qui relient donc hier à la presqu'île de Gien. Et donc la route qui a été faite était juste sur le cordon dunaire. Donc le cordon dunaire, du coup, a cessé de fonctionner puisqu'il ne pouvait plus y avoir d'atterrissement de sable. Il n'y avait plus cette succession, comme je vous ai montré, de dunes embryonnaires, de dunes blanches et de dunes grises. Donc au bout de cette plage de l'Almanar, eh bien, dès les années 90, là où c'était encore un peu large, ont été installées des ganivelles. Et donc quand vous voyez qu'en fait, eh bien, on met une première série de ganivelles, une deuxième série, et donc le sable est tellement piégé que bien, on va pouvoir regagner et donc réinstaller une ganivelle encore plus près de la mer pour recréer donc ce phénomène de sédimentation du sable, et après donc favoriser la recolonisation. Et même voilà, sans trop de plantation, eh bien, avec le phénomène des ganivelles, on obtient quelque chose de très efficace. Là, vous voyez la hauteur d'accumulation. Donc, on voit à peine la ganivelle. Et ça, c'est des ganivelles qui ont été récemment plantées. Ça joue vraiment le rôle de piéger le sable. Donc là, on est sur la route du sel. Et puis, un autre chantier qui a été fait récemment par le Conservatoire du littoral, c'est l'exemple des vieux salins. Donc, c'est un lieu de promenade aussi très, très sympathique, puisque vous avez d'un côté aussi des salins, avec beaucoup d'oiseaux, avec la Maison de la Nature qui accueille maintenant beaucoup de public et où on fait les fêtes de la nature. Eh bien, ça s'est rodé de plus en plus et on n'avait pratiquement plus de plage. Et là, vous voyez, eh bien, en 2020, donc, les ganivelles qui ont été installées, et donc avec un contrefort là pour qu'elle ne soit pas donc couchée par les tempêtes. Et bien maintenant à cet endroit-là, c'est tout plein de sable. Donc c'est vraiment aussi une réussite. C'est les derniers chantiers qu'ont fait le Conservatoire du littoral sur le bout de la plage des Vieux Salins. Mais ça s'est accompagné aussi d'enlèvement des enrochements qui étaient sur la commune de La Londe. Donc on a recréé aussi ici donc ce phénomène d'atterrissement du sable, et puis donc à nouveau un cheminement qui permet donc aux promeneurs de se promener au bord de la plage et de revenir par l'intérieur des salins avec un réseau de ganivelles qui se patinent. Donc les ganivelles au début, elles sont un petit peu jaunes, elles peuvent accrocher l'œil, et très très vite en fait elles sont la couleur du sable. Et je trouve que c'est une très 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 bonne réussite également donc de restauration de ces plages. Voilà, je vous remercie. Attendez, je vous donne le micro. Merci. Les questions fusent alors même qu'on n'a pas eu le temps d'applaudir. Excusez-moi, oui.
Oui, j'ai une question par rapport à la route du sel. Il y a un passage où il n'y a pas de ganivelle, justement, et où là, l'érosion est importante. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en met pas des ganivelles. Parce qu'en fait, elles sont à chaque fois donc arrachées par les tempêtes. Elles ne tiennent pas. Parce qu'à cet endroit-là, on va dire, c'est le point fusible. Bon, vous savez peut-être aussi qu'il y avait, avant que ce soit une route du sel, si on remonte très, 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 très loin, au moment des Grecs, eh bien, les Grecs rentraient dans cette lagune. Quand on visite le centre de Olbia, le centre archéologique, on nous explique ça là, en 3D. Là. Et donc, on voyait qu'en fait, eh bien, au début de la route du sel, en fait, on va un peu à l'encontre du fonctionnement naturel, puisque c'était une lagune où l'eau s'enfilait et on avait cet endroit abrité où il y avait les Grecs qui amarraient leurs bateaux. Et donc, en fait, le point que vous voyez, vous, un petit peu plus loin, là, à peu près en fait, à mi-chemin, entre les deux bouts de la route du sel, eh bien, c'est un point qu'on dit fusible. À chaque fois qu'il y a des ganivelles, eh bien, ça saute à chaque tempête. Et donc... Bon, ce qui est important, en fait, c'est que s'il n'y avait pas cette route du sel, eh bien, il y aurait tellement d'embouteillages. Donc, il faut tout raisonner, puisqu'en fait, l'été, s'il n'y a pas cette route du sel, si le milieu reprenait, si la mer reprenait ses droits et la nature aussi, eh bien, en fait, ça referait une lagune. Et donc, si ça ne tient pas à cet endroit-là, les ganivelles, c'est que les tempêtes sont trop importantes et qu'il n'y a plus assez de cordons dunaires à cet endroit-là. Et donc, du coup, tous les ans, ça saute. Et tous les ans, on refait un cordon avec du sable rapporté qu'on reprend dans le canal de ceinture et qu'on remet. Ouais, il y a des systèmes de boudins là pour casser un peu la force des vagues. Bon, c'est à voir. On espère on va trouver une solution qui permet à tous les usagers, ceux qui font du kitesurf, de continuer à faire le kitesurf, ceux qui aiment bien la nature. C'est vrai que le bout de la route du sel est quand même encore, il y a beaucoup de lys de mer, hein, donc on a une belle végétation sur la route du sel, mais plutôt vers le bout de l'Almanar, donc vers la Madrague. Là, c'est beaucoup plus beau à cet endroit-là, parce que là, on a une grande dune blanche avec déjà un peu de dune grise. Et donc là, on a une flore remarquable. Et puis ailleurs, on a vraiment une force des tempêtes. Hein, donc, après, c'est des histoires de volonté publique. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, des dialogues entre le Conservatoire du littoral, la ville de Hyères, mais on a ce problème d'embouteillage. Et donc là, c'est très crucial. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Puis on voit qu'on en vient souvent au même point. C'est l'histoire de décision, bien tu viens de le dire, mais dans les endroits où il y a une pression démographique qui est évidemment importante, touristique, qui plus est. Le Var, c'est l'endroit le plus touristique de France après Paris, au niveau départemental. Hein. Donc il s'agit quand même d'avoir, encore une fois, de cadrer au maximum des influences. Et on voit qu'en partant juste de ces petites bestioles, Malcolmia, vous voyez, c'est quoi, 5, 10, 15 ? Oui, ça fait 15 cm. Bon, vous voyez, derrière, elle pousse quasiment que là. Les intérêts sont divers et dans les endroits autant piétinés. Est-ce que, Sylvia, on a est-ce que c'est le statut de protection des espèces à Ramatuelle qui a été le levier principal, tu penses, pour tout ce travail en fait, tu penses que c'est ça, ou c'est plutôt l'aspect paysager ? C'est la loi littorale, quand même. L'aspect paysager, je pensais par l'intermédiaire du fait que c'était un champ tout ce que vous avez démantelé, tu vois. Je veux dire, c'était quoi le levier principal ? Le levier principal, donc, c'est le Conservatoire du littoral avec la loi littorale qui demande à ce qu'il n'y ait pas des paillotes à ras de la plage. C'était ça avant même nos intérêts écologiques. Ah ouais. Oui, en fait, ce qui a permis de démanteler les paillotes, c'est la loi littorale. Et donc après, nous, on a pu accompagner pour faire de la renaturation au mieux, mais c'est d'abord tout ça. Je te pose la question parce que je trouve ça impressionnant qu'il y ait autant d'espèces protégées sur une surface qui est quand même pas énorme. C'est quand même important, des espèces très spécialisées, hein, c'est aussi ça qu'il faut dire. Et j'aurais voulu que tu me répondes pas ce que tu m'as dit. Oui, mais en fait, c'est ça. Ouais. Donc là, je dirais, si on n'avait pas eu les arrêts en Conseil d'État pour donc inciter à faire un schéma d'aménagement de la plage, eh bien,
Je pense que tout seul, nous, avec nos intérêts patrimoniaux... En dépit des statuts de protection. Ouais, parce que les statuts de protection... ouais, mais c'est national. Si la plante est piétinée, on n'est pas là derrière pour mettre un PV au touriste qui va piétiner. Non, mais je dis ça dans le sens où ça devrait suffire pour tout le bazar que vous avez dû faire derrière. Alors, après, quand il y a un nouvel aménagement qui se crée et qu'il y a une plante protégée, là, oui. Ouais. Parce que maintenant, les lois ont évolué. Donc, si il y a un projet, que ce soit de station d'épuration, projet de construction, et qu'on a une palette de plantes protégées, et bien là, on a tout l'arsenal de la réglementation pour éviter que le projet se fasse à cet endroit-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la trilogie éviter, réduire, compenser. Donc, on va d'abord essayer de construire ailleurs. Si on ne peut pas, parce que c'est un projet d'intérêt public majeur, eh bien, on va chercher à réduire les impacts. Par exemple, une bretelle d'autoroute, eh bien, on va essayer à ce qu'elle contourne au mieux. Et puis, on va prendre la variante la moins pénalisante pour la nature. Et puis, si ça pénalise quand même les espèces protégées, on va faire ce qu'on appelle des mesures compensatoires. Donc, on va demander à la société privée de compenser la destruction de la plante protégée en faisant soit des acquisitions de terrain qu'on va donner en gestion au Conservatoire des espaces naturels pour retrouver des milieux un peu similaires où nous, là, Conservatoire botanique, notre rôle, ça va être d'aller récolter des graines de ces plantes qui vont être détruites et ensuite de les multiplier et de les remettre. Mais ça, c'est le dernier recours. Ce qu'on voudrait, c'est en fait de l'évitement avant de compenser. Donc, éviter de détruire avant de chercher à compenser. Alors la compensation, la loi l'a fait pour que si on détruise 10 pieds, eh bien, il faut en replanter au moins 50. Parce qu'on n'est pas sûr que ça va être pérenne. Ouais. Donc en fait, tout ça, ça va se raisonner au niveau des politiques publiques. Vous détruisez tant, vous allez compenser par tant d'hectares qui vont être rachetés, mis en gestion au Conservatoire des espaces naturels. Juste une petite question. Effectivement, ce qui a été fait sur la plage de Plamplogne, c'est très bien. On est ravis. C'est vraiment un gros progrès. Il y a une autre espèce protégée, ce sont les milliardaires, malheureusement, sur cette plage, avec des hélicoptères qui atterrissent régulièrement. Donc, derrière la plage, donc on parle beaucoup de flore, mais la faune aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour éviter ces va-et-vient d'hélicoptères qui doivent quand même perturber pas mal d'espèces? Alors là, je dirais la compétence, c'est le préfet. Et donc, je pense que cette année, il y a quand même eu une réaction très très forte des habitants, surtout pour tout ce qui était plutôt au niveau acoustique. Hein. Mais donc nous, on n'a pas de compétences là-dessus. Après, il y a les gardes du littoral, les gardes de l'Office français de la biodiversité. Si nous, par exemple, on a des dénonciations et qu'on nous dit attention, il y a des plantes qui vont être détruites, qui sont protégées. Donc nous, on va se retourner vers des personnes assermentées qui vont aller faire un constat et ensuite ça va remonter. Et après, c'est un peu le jeu des politiques publiques entre le garde du littoral ou le garde assermenté qui est sous le procureur directement, hein, sous la juridiction du procureur, donc il va faire son procès verbal, mais après le procureur va statuer et puis normalement on doit remettre en état derrière, c'est-à-dire on va demander au pétitionnaire qui a détruit de faire une remise en état comme c'était avant, mais après eh bien il y a les politiques si on n'est pas... C'est pas aussi simple, il y a ce qui est d'intérêt public, donc, et puis nous, avec nos petites plantes, eh bien, on n'a pas beaucoup de poids forcément. Je pense qu'au niveau aussi animal, c'est peut-être plus, il y a peut-être plus de poids avec une tortue qu'une petite plante aussi. Hein, donc bon, il faut qu'on ait les deux en fait, que faune plus flore. Eh bien, on ajoute les deux pour être encore plus fort, pour montrer que c'est un milieu naturel, un habitat d'espèces qu'il faut préserver pour la suite. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a les habitats Natura 2000 qu'on met en avant et qu'au niveau européen, eh bien, on a des directives européennes qui donne des astreintes. Si l'État français fait n'importe quoi, l'État français va être obligé de payer des astreintes parce que l'État français n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'il y a eu des destructions d'habitats ou de plantes. Donc en fait, entre les astreintes qui peuvent coûter très très cher hein, d'ailleurs, hein, les astreintes de la communauté européenne eh bien, peuvent être des fois très chères et donc ça permet aussi de faire un levier pour éviter les destructions.
Ce qui me plaît avec cette affaire, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'une petite espèce comme ça, que personne ne reconnaîtrait et pour lesquelles les nombreux botanistes qui sont penchés dessus ne seraient pas d'accord sur son identité. Je me tiens une balle dans le pied en disant ça, mais vous m'aurez compris. Il s'agit, et tu l'as dit, c'est ce qui me fait rebondir, déjà de plusieurs espèces, je l'ai déjà souligné, mais aussi d'un habitat. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est des ensembles qu'on tente de faire parler, des habitats. Vous voyez, et tu parlais de la faune. Toi, tu représentes plutôt la flore, mais effectivement, c'est ensemble. Et c'est vrai que je me rends compte qu'en dépit de ce que je disais avant vis-à-vis des statuts de protection, qui sont quand même, c'est quand même des textes de loi, etc., etc. Et déjà, j'ai l'impression qu'on s'en fiche un peu déjà. Et puis, ça n'a peut-être pas assez de valeur relativement à l'espèce que vous citiez, monsieur, que pour le coup, qui n'est pas endémique et que tout le monde reconnaît, quoi. Je vous remercie de la question au passage. Mais il y a des paradoxes qui sont terribles, quoi. Il y a une trentaine d'espèces, et puis de l'autre côté, il y a votre marque. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? On essaye de répondre, et vous voyez, c'est difficile, malgré qu'on ait des arguments, des atouts, des leviers, même des armes juridiques. Et on avait organisé ici, d'ailleurs, une table ronde un petit peu sur ce sujet, avec des spécialistes du droit de l'environnement, justement pour montrer aussi des espèces de paradoxes, quoi. Il y a des textes de loi, il y a des juristes, des spécialistes du droit de l'environnement, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et puis derrière, effectivement, il y a ce que vous dites. Et voilà. Alors aujourd'hui, on en est là, notamment. Voilà. Mais bon, on a quand même au niveau français... on est bien outillés. Oui, on est bien outillés. Donc là, on a fait un jumelage avec l'Algérie pour travailler sur leur plage. Et récemment, donc, j'y suis allée parce qu'on voulait rechercher entre rive nord et rive sud les plantes qu'on avait en commun, patrimoniales. Et quand je suis revenue leur montrer l'exemple de Ramatuelle, ils étaient vraiment très, très contents parce qu'eux, ils sont avec une loi littorale qui n'est là que depuis 2000, alors que nous, c'est 1975, la première loi littorale. Mais les paillotes, elles ont été enlevées qu'en 2000, tu dis. Ouais. Mais eux, ils sont en train de refaire, avec 20 ans en arrière, ce qu'on a fait ici. Nous, on renature, et eux, là, ils sont en train de construire des aménagements. Et donc, notre expérience a permis de voir. Ils ont un commissariat national du littoral, un peu l'équivalent du conservatoire du littoral, mais ils n'ont pratiquement pas de poids par rapport au conservatoire du littoral. Et c'est là que je me suis dit, finalement, en France, on a plus de leviers juridiques que dans les pays de la rive sud, quoi. Si tu dis que la loi elle est de 75, la loi littorale, les images que tu as montrées, c'était 2000, donc ça leur laisse un peu de marge pour faire valoir les petites bestioles vertes qu'on croise dans les dunes, quoi. J'essaie de nuancer, mais malheureusement... ça ira plus vite que nous. Malheureusement, je sais que j'ai tort. Est-ce qu'il y a d'autres questions au passage? Avec plaisir. Merci. Indépendamment des institutionnels et des milliardaires, est-ce que dans l'entre-deux, vous constatez un changement de comportement individuel lorsque vous êtes dans les endroits où vous êtes intervenu en particulier? Lorsque on aménage, est-ce que vous le constatez de façon complètement subjective? Alors, pour effectivement être là depuis plus d'une dizaine d'années, moi, je trouve qu'une évolution des mentalités. Moi, je me veux être positive. Donc là, je vous parle de Ganivelle, mais on a aussi, vous avez peut-être vu sur le domaine des casse-pattes, où ça se voit encore un petit peu moins. Donc, c'est 2 piquets avec 2 fils en croix. Et je trouve que les gens sont de plus en plus respectueux, pour moi. Donc, il y a un message qui est passé, donc on prend plus en compte la nature, et je trouve que ça va dans le bon sens. Donc, on arrive à sensibiliser, parce que on s'y prend de bonheur aussi en faisant de la pédagogie auprès des enfants, des écoles. Et je pense que c'est là qu'on a tout aussi notre rôle à jouer, donc avec la pédagogie, puisqu'on dit toujours que c'est les enfants qui apprennent aux parents. Et donc là, on fait effectivement tout ce qu'on peut pour qu'au niveau scolaire, il y a de plus en plus de formations aussi de BTS protection de la nature. Là, à Agricampus, il y a un nouveau BTS. Donc, il y a des nouveaux métiers de la nature, et il y a toujours plus de besoins de ces métiers-là. Donc, moi, je pense quand même qu'on va dans le bon sens. Voilà. C'est une bonne... Il faut être positif, en effet. Monsieur Clément, vous auriez une question, j'imagine? Il vient d'arriver. Cette introduction, non. Mais ça montre, comment dire, il y a une évolution, oui.
je le vois aussi. On le voit de par le nombre de personnes qui ont envie de se former, le nombre de personnes qui ont envie de savoir de quoi elles parlent. Je parle qu'au niveau botanique, enfin je sais que le reste un petit peu aussi. Et donc ça, je trouve que c'est très positif. Et je trouve que le domaine du raïol, pour le coup, je fais vraiment une pub, mais je le dis avec beaucoup de... Comment dire Vous savez, il y a plusieurs personnes qui travaillent que pour faire en sorte que ce qu'on croise, comment dire, il y a des visites guidées. Et il n'y a pas d'étiquette, vous voyez ce que je veux dire? Et cette traduction, le fait de ne pas montrer ce qu'il y a directement en pré-mâchant le travail, mais en payant des gens pour le faire, via des visites, c'est quelque chose qui a été imaginé depuis le début et qui marche à mon sens très bien. Et c'est ce sur quoi j'allais rebondir, c'est-à-dire l'aspect pédagogique, la com, surtout la com, parce que je suis bien placé pour faire valoir les aspects botaniques, mais bien souvent, comme je dis souvent, si vous n'avez pas envie de vous intéresser, ça ne sera pas à travers la plupart des infographies que je peux croiser ou de la mise à disposition de l'information. Et ça, c'est paradoxal. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que je trouve qu'il t'a dit qu'il y avait plein de BTS, des trucs et tout, mais l'état de la formation naturaliste en France, c'est pas toujours la folie. Hein. Il y a qu'à le voir dans les universités, c'est quelque chose qui a été largement délaissé. Si on parle des sciences naturelles de façon générale, hein, oui. Des gens qui savent vraiment reconnaître tel pâturin ou tel je ne sais quoi, il y a pas. L'information, la systématique de la flore, il y a presque plus de formation. Il n'y en a plus qu'une à l'université d'Amiens qui forme. Donc, c'est un DU, il y en a deux, il y en a un à Grenoble aussi, il y a 2-3 trucs. Mais donc effectivement, la systématique, elle n'est plus tellement enseignée, mais il y a beaucoup aussi de diplômes universitaires de Master 2 d'écologie et d'environnement où on va se focaliser sur des restaurations, justement, comment faire du génie écologique et tout. Et donc, oui, moi, par rapport à mes études, où j'ai fait c'était la première maîtrise d'écologie qui existait. Après, j'ai vu qu'il y avait énormément d'autres formations et je me suis dit, mais quand même, moi j'étais peut-être un peu précurseur. J'avais choisi de travailler, de faire une formation en écologie et à ce moment-là, on ne trouvait pas de boulot, quoi. Et donc, c'était dur quand même. Et je trouve que maintenant, quand même, avec tous les masters qui sortent, avec le génie écologique et tout, non, je pense qu'il y a plus de débouchés que quand je l'ai fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions éventuelles, d'autres questions, d'autres soulèvements? N'hésitez pas. En tout cas, merci. Puis je suis content de l'articulation entre les deux conférences d'aujourd'hui, dans le sens où il y a quand même une anthropisation du paysage. Vous voyez, il y a le fait d'apposer la main de l'homme pour faire en sorte que les choses aillent mieux, que ce soit au service de l'esthétisme pour un jardin, mais que ce soit au service plutôt de plantes, en l'occurrence, alors patrimoniales, hein, vous avez compris, ce terme, c'est un espèce de fourre-tout sémantique dans lequel il y a aussi des espèces protégées, 31, on l'a vu, c'est énorme. Hein. Mais dans les deux cas, il y a une intervention de l'homme et pour le mieux. Alors je trouve que c'est peut-être aussi, au passage, une bonne façon de conclure, tout en étant positif, comme tu l'as fait, Sylvia. Donc je resterai là-dessus. Et puis je vous remercie de votre présence et puis à demain si vous le voulez bien, comme on entend parfois, et puis ça sera dans le cadre d'une table ronde, encore une fois, cette fois sur les littoraux, étant donné que on est là pour ça. Voilà. Merci à vous. Merci.